Un mécanicien détourne le regard et tend sa veste à une dirigeante trempée par l'orage. Ce qui s'est passé ensuite va vous émouvoir et changer votre regard sur la vraie richesse. Si vous voulez découvrir comment se termine cette incroyable tournure du destin, abonnez-vous dès maintenant. Quant à Adèle Vasseur, 35 ans, directrice générale d'une maison de mode franco-européenne qui pèse 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, entra ruisselante sous un épisode Cévenol dans une petite atelier mécanique de la périphérie. Elle ne s'attendait pas à ce que le mécanicien fasse la seule chose qu'aucun autre homme n'avait jamais faite dans une situation pareille. Romain Aubert détourna immédiatement le regard, lui tendit sa veste de travail la plus propre et la traita avec un respect absolu, comme si ses vêtements n'étaient pas trempés, comme si sa dignité n'avait jamais été menacée par la pluie. Ce geste simple, presque silencieux, dans un moment de vulnérabilité brutale, heurta quelque chose de profond dans le cœur d'une femme qui avait passé 15 années à se défendre contre les regards insistants et les sous-entendus. Tout ce qui allait suivre, alors que dehors l'orage cognait les tôles et noyait les trottoirs, prouverait que la vraie richesse ne se mesure pas toujours en euros, mais en caractère. Car Romain, avec quelques euros à peine sur son compte et une vie faite de renoncement, était sur le point d'apprendre à une millionnaire ce que cela signifie d'être réellement vu pour ce que l'on est et non pour ce que l'on possède ou exhibe. Si tu es prêt pour cette histoire, dis d'où tu la regardes. Le garage Aubert Auto se trouvait à la lisière de Montpellier, coincé entre des entrepôts logistiques et des immeubles des années 70 dans la zone de Gare aux Udes. Ce n'était pas le genre d'endroit où l'on s'attendrait à voir se garer une grande berline noire, encore moins une DS9 brillante, conduite par une femme d'une élégance qui évoquait plutôt les coulisses d'un défilé à Milan que l'odeur d'huile chaude et de caoutchouc. Mais la vie aime parfois faire se croiser des mondes qui ne se touchent jamais. Romain Aubert avait 33 ans et des mains marquées par la mécanique, des paumes rayées de micro-coupures, un gras d'atelier incrusté que même le savon noir avait du mal à chasser. Mécanicien de père en fils, il avait repris le garage 3 ans plus tôt, avec la clé du rideau métallique et une dette de 15 000 euros qui lui serrait encore la poitrine à chaque fin de mois. Il vivait dans un petit studio juste au-dessus du pont roulant, un 2 pièces au mur mince où le bruit des compresseurs servait de réveil. Dans les bons mois, il se versait 1 200 euros. Dans les périodes creuses, il se contentait de moins, un sandwich avalé debout, un café réchauffé, puis s'effondrait le soir sur un canapé fatigué face à une vieille télé. Mais Romain possédait quelque chose que l'argent ne sait pas acheter. Une probité sans fissure. Dans un secteur où certains gonflent les devis et ajoutent des pannes imaginaires, il traitait chaque client comme il aimerait qu'on traite sa propre mère. Les veuves du quartier venaient chez lui parce qu'elles savaient qu'il ne tricherait pas. Les jeunes avec de vieilles voitures savaient qu'avec 3 pièces d'occasion et un peu d'ingéniosité, il leur redonnerait des kilomètres de répit. Son honnêteté était devenue une rumeur tenace dans Gare aux Udes, une réputation qui flattait l'âme, même si elle le maintenait au bord du rouge sur son tableur. Ce jeudi de novembre avait commencé comme tant d'autres, ciel bas sur la ville, odeur de pluie dans l'air, 3 voitures sur pont et une liste de travaux qui ne tenait pas sur une seule page. Le ciel était couleur d'ardoise, une humidité lourde montait de l'asphalte et laissait dans l'air un goût métallique. 3 voitures attendaient sur les ponts, la liste des tâches grignotait déjà les marges du carnet. Romain était allongé sous une Peugeot 308 quand il entendit dehors le ronronnement feutré d'un moteur haut de gamme qui se coupait devant la porte. Il glissa hors du chariot, s'essuya les mains pleines d'huile sur un vieux chiffon et vit la berline. Une DS9 noire, lustrée malgré les premières gouttes, élégante comme un salon roulant. Du siège conducteur descendit une femme. Adèle Vasseur avait ce genre de présence qui modifie le tempo d'un lieu. Grande, les traits nets, une beauté disciplinée par le soin constant et le manque de temps. Ses cheveux châtains soigneusement lissés retombaient sur un blazer sombre, une robe droite qui semblait défendre chaque couture. Même sous cette lumière grise, elle portait autour d'elle une aura de maîtrise et d'allure. Elle expliqua d'une voix professionnelle, polie mais pressée, qu'un voyant moteur s'était allumé. Elle ne comprenait pas l'alerte. Elle devait attraper un train à la gare Saint-Roch dans 2 heures pour une présentation à Paris. Pouvait-il jeter un œil rapidement? Romain hocha la tête, ouvrit le capot, passa la valise de diagnostic, écouta un instant, et en 10 minutes identifia la cause. Un capteur PMH capricieux. Rien de grave, remplaçable en une demi-heure. Le soulagement qui détendit les épaules d'Adèle dessina un sourire qui, l'espace d'un instant, la rendit simplement humaine. Il se mit au travail. Elle s'installa dans le petit coin d'attente, entre une machine à café et une pile de magazines automobiles,
et se plongea dans son téléphone avec la concentration de ceux qui dirigent des empires de décision et d'urgence. Romain, en serrant un collier, leva parfois les yeux. Il y avait quelque chose de fascinant dans le contraste entre elle et l'endroit. Comme une fleur taillée pour un parterre du Pérou apparue au milieu d'un sol maculé d'huile. Étrangère ici, et pourtant indéniablement à sa place, précisément parce qu'elle semblait ne pas l'être. Le ciel se déchira d'un coup. Pas une pluie ordinaire, mais l'un de ces épisodes cévenols qui avalent l'horizon. Des éclairs secouèrent les tôles, le tonnerre fit vibrer les vitres, des rideaux d'eau tombèrent si denses qu'on distinguait à peine la silhouette du portail à 2 mètres. Adèle eut un sursaut. Elle se rappela qu'elle avait laissé des dossiers confidentiels sur le siège passager. Elle fit l'erreur de courir jusqu'à la voiture. En 10 secondes, elle fut trempée. Totalement. Ses cheveux se plaquèrent sur ses tempes, le blazer devint lourd comme une cape mouillée, sa blouse blanche colla à sa peau et la fit se sentir brusquement exposée. Elle revint en hâte vers l'atelier, dossier serré contre la poitrine, essayant en vain de préserver un peu de pudeur. Romain la vit entrer, surprise figée dans les yeux, puis détourna aussitôt le regard. Il lui tourna le dos, décrocha sur un cintre sa veste de travail la plus propre, l'attendit à bout de bras sans la fixer et parla d'une voix calme. « Il y a une salle d'eau au fond, vous pouvez vous changer, vous sécher, vous mettre à l'abri. » La voix était aimable, mais neutre, professionnelle. Aucun sous-entendu, aucune lourdeur, rien que du respect. Adèle prit la veste entre ses doigts qui tremblaient, davantage secoués par la gentillesse que par le froid. Elle se glissa dans le petit cabinet au fond, verrouilla la porte et éclata en sanglots. Elle n'avait pas pleuré depuis des années, s'était entraînée à verrouiller chaque émotion dans un monde d'affaires qui ne pardonne pas. Mais ce geste avait fissuré l'armure. Un homme qui aurait pu regarder, commenter, profiter de la situation, avait choisi au contraire de la protéger, de lui rendre sa dignité. 5 minutes plus tard, elle ressortit, la veste de Romain sur le dos, qui lui arrivait au milieu des cuisses comme une robe courte. Ses cheveux étaient encore humides, coiffés à la hâte du bout des doigts, un trait de mascara avait filé sous son œil. Elle se sentit plus vulnérable qu'à n'importe quel moment de ces 15 dernières années. Romain, dos à elle, continuait à travailler sur la déesse, présence discrète, assez proche pour répondre, assez loin pour lui laisser de l'air. Elle balbutia des excuses pour la gêne, pour l'eau partout, pour la situation ridicule. Il se retourna, la regarda droit dans les yeux, sans curiosité déplacée ni fuite, et dit d'un ton simple qu'elle n'avait pas à s'excuser de la pluie. Ce n'était la faute de personne. Toute personne mérite le respect, quel que soit son vêtement, qu'il soit sec ou détrempé. À cet instant, Adèle comprit quelque chose qui la traversa comme une vérité froide. 15 ans dans la mode, entourée d'hommes qui la réduisaient à une image ou redoutaient sa puissance. Ici, dans un atelier de périphérie, un mécanicien aux mains noircies lui montrait plus d'élégance et de tenue que bien des dirigeants en costume impeccable. Le déluge ne faiblissait pas. Le vent poussait l'eau sous le rideau du garage, la ville semblait ralentie, lessivée. Romain termina le remplacement du capteur, tourna la clé pour un essai, et une vibration étrange remonta par la colonne de direction. Un bruit sourd, comme un souffle étouffé. Il coupa, vérifia de nouveau, passa la lampe baladeuse, desserra un connecteur, observa une trace d'humidité au niveau du faisceau. Le diagnostic tomba. L'eau avait aggravé un défaut sur un boîtier, la pièce n'était pas en stock. Il fallait la commander. 3 heures au minimum avec un transporteur ralenti par l'orage, peut-être davantage. Adèle appela son bureau à Paris, le combiné serré contre la joue encore froide. Elle demanda à son assistante d'annuler la réunion. Un silence stupéfait lui revint, puis des protestations mesurées. Adèle n'annulait jamais. Elle répondit calmement que ce jour lui imposait d'autres priorités qu'elle assumait. Quand elle raccrocha, elle eut l'impression de récupérer un espace qu'elle n'avait plus habité depuis longtemps. Coincé dans l'atelier tandis que dehors la pluie tambourinait sur la tôle, Romain sortit une vieille machine à café d'un coin, rinça 2 tasses, remplit le réservoir. L'odeur du grain moulu se mêla à celle de l'huile chaude et du caoutchouc, créant un mélange inattendu, presque réconfortant. Il lui tendit une tasse brûlante. Elle l'enveloppa de ses paumes, sentit la chaleur remonter dans ses doigts, puis dans la poitrine. Ils s'assirent sur 2 chaises qui grinçaient. Pour la première fois depuis qu'elle dirigeait sa maison, Adèle se surprit à entamer une conversation qui n'était ni un brief ni un arbitrage. Romain lui demanda ce qu'elle faisait dans la vie. Elle hésita, pesa les mots, puis choisit la franchise. Elle dit qu'elle travaillait dans la mode,
qu'elle pilotait une entreprise. Elle n'ajouta rien de plus, garda pour elle les chiffres, les défilés, les invitations. Elle voulait, au moins pour ce moment, n'être qu'Adèle. Elle ne précisa ni la taille de la structure, ni les 150 millions de chiffres d'affaires, ni que ses pièces défilaient sur des actrices et des mannequins aux quatre coins du monde. Elle voulait, pour un moment, n'être qu'Adèle et non la directrice générale que l'on consulte au moindre frémissement du marché. Romain parla de sa vie, de l'atelier légué par son père avec les clés et les dettes, de ses journées qui commencent avant le lever du soleil et finissent bien après le dernier ticket de caisse, de la gymnastique mensuelle pour payer le loyer, l'électricité, les fournisseurs, sans jamais retarder un salaire d'ouvrier intérimaire. Il l'évoquait sans plainte, avec la rectitude de quelqu'un qui sait ce que pèsent deux mains quand elle travaille. Adèle écoutait, réellement. Dans son monde, beaucoup se plaignaient de tout avec des comptes parfaitement garnis. Des cadres à 100 000 € l'an qui râlaient pour un bonus jugé indigne. Elle, malgré l'ascension qui impressionnait tout le monde, sentait souvent un creux qu'aucune réussite n'arrivait à combler. Devant elle se trouvait un homme qui gagnait en un an ce qu'elle pouvait dépenser sans y penser pour une paire de bottes de collection et qui parlait de sa vie avec gratitude. Elle lui demanda si cela ne pesait pas trop, les sacrifices, les silhouettes qui passent au volant de voitures coûteuses pendant que lui démontent des moteurs pour tenir. Romain prit le temps de réfléchir avant de répondre. Parfois, oui, c'est rude. Mais j'ai un toit, de quoi manger, la santé. Je peux regarder chaque client dans les yeux et savoir que je ne l'ai pas floué. Je dors la nuit. Et ça vaut plus que beaucoup d'argent. Quelque chose se serra dans la poitrine d'Adèle. Elle avait de quoi mettre à l'abri 3 générations. Pourtant, elle peinait à se souvenir de sa dernière nuit complète, sans se réveil à 3 heures, cœur battant et esprit saturé de problèmes à trancher, de scénarios à anticiper, d'incertitudes que la réussite n'avait pas effacées. La conversation prit de la profondeur, comme une rivière qui s'élargit après un coude. Romain demanda si elle était mariée, si elle avait des enfants. Adèle eut un rire sans joie. Son travail ne laissait pas d'espace aux relations. Les hommes qu'elle croisait étaient soit intimidés par sa réussite, soit attirés par son argent. Ces 3 dernières histoires s'étaient terminées par une demande d'introduction à un fonds, une sollicitation d'investissement ou un poste dans sa maison. Elle avait cessé de chercher l'amour, trop lasse d'être déçue. Romain dit qu'il comprenait la solitude, pour d'autres raisons. Il n'avait ni le temps ni l'argent pour sortir souvent. Sa dernière compagne l'avait quitté 2 ans plus tôt. Elle en avait eu assez des promenades gratuites et des pizzas du mardi. Elle voulait mieux que ce qu'il pouvait offrir. Il ne lui en voulait pas. Il avait compris. Ils parlèrent comme de vieux amis, ces échanges à nu qui naissent quand 2 inconnus sont bloqués au même endroit et décident de baisser la garde. Le grondement de l'orage créait une bulle autour d'eux. Les rafales plaquaient la pluie sur la tôle, le monde semblait tenu à distance, et dans ce périmètre réduit, les écarts de classe et d'argent se dissipaient dans la franchise d'une parole qui ne cherchait rien d'autre que la vérité. À un moment, Adèle dit quelque chose qui la surprit elle-même. Toute ma vie, j'ai été entourée de gens puissants et riches, et je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me fasse me sentir en sécurité avec si peu. La façon dont vous m'avez traité quand j'étais trompé et vulnérable, en me rendant de la dignité au lieu d'en profiter, m'a montré une force que je vois rarement. Romain rosit légèrement, gêné par le compliment. Il répondit qu'il n'avait fait que ce que toute personne décente devrait faire. Adèle secoua la tête. Dans mon monde, dit-elle, peu de gens choisissent ce qui est décent quand l'occasion de faire autrement se présente. Le respect est rare. La gentillesse l'est encore plus. L'après-midi glissa vers la soirée. Le rideau de pluie finit par se faire plus fin, puis à s'espacer. Le livreur arriva enfin avec la pièce. Romain remonta le boîtier, sécha méticuleusement le faisceau, replaça les fixations, reprogramma le capteur, puis lança un démarrage. Le moteur prit une respiration nette, régulière, comme si la voiture retrouvait sa voie. C'était bon. Adèle pouvait partir, mais aucun des deux ne semblait pressé. Romain referma le capot et lui annonça que tout était réglé. Elle le remercia et demanda combien elle devait. Il calcula à voix haute, précis. 150 € pour la pièce, 50 pour la main-d'œuvre. 200 en tout. Adèle ouvrit son sac en cuir, sans doute plus cher que la réparation entière. Elle tira des billets pour 500 €. Elle dit qu'elle voulait lui laisser 100 € de plus pour le dérangement, pour le café, pour la gentillesse. Romain regarda l'argent, puis la regarda, puis rebaissa les yeux. Il fit alors quelque chose qu'elle n'attendait pas. Il refusa, avec douceur mais fermeté,
Il expliqua que le travail valait 200 €, pas davantage. Qu'il ne prenait ni aumône ni pourboire disproportionné. Qu'il voulait être payé justement pour ce qu'il avait fait, rien de plus. C'était une question de fierté et de dignité professionnelle. Adèle resta un instant immobile, les billets en main. Dans son univers, l'argent dénouait tout, achetait la gratitude, parfois les consciences. Et devant elle se tenait un homme qui refusait 300 € supplémentaires parce qu'il n'avait besoin que du prix juste. Un mélange de frustration à ne pas pouvoir utiliser l'argent comme clé et d'un respect profond pour ce principe intact lui traversa la poitrine. Elle replia soigneusement les billets, régla la somme due, puis, tandis qu'elle se préparait à partir et qu'elle lui rendait sa veste propre, pliée, elle laissa échapper une impulsion. « Est-ce que nous pourrions nous revoir ?» dit-elle, peut-être pour un vrai café, un jour où je ne serai ni trempée ni pressée. J'aimerais vous remercier autrement et vous connaître un peu mieux. Romain hésita. Les différences entre eux s'imposaient, presque insurmontables. Elle conduisait une berline qui coûtait plus que ce qu'il gagnerait en 5 ans. La montre à son poignet avait probablement la valeur de ce qui lui restait à rembourser sur ses dettes. Mais il y avait dans ses yeux quelque chose qu'il reconnaissait. Une solitude familière. Une sincérité rare. Il dit oui. Ils échangèrent leurs numéros, sans promesse grandiloquente, juste une possibilité honnête, comme une porte entr'ouverte sur un autre chapitre. Adèle sourit, un de ces sourires vrais qui transforment un visage trop parfait en quelque chose de chaud et d'accessible. Elle monta dans la déesse réparée et s'éloigna, laissant Romain devant l'atelier, immobile un instant, à se demander ce qui venait de se passer. Cette nuit-là, aucun des deux ne dormit vraiment. Adèle, dans sa chambre d'hôtel à 2 pas de la Comédie, regarda la pluie glisser sur les vitres et revit le geste simple de cet homme qui lui avait tendu sa veste sans la regarder. Romain, dans son studio au-dessus du garage, se demanda s'il était fou d'imaginer qu'une femme comme elle pouvait s'intéresser à lui pour ce qu'il était. Le lendemain matin, Adèle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Au lieu de filer vers ses rendez-vous, elle passa par un torréfacteur du centre, acheta 2 cafés et arriva à 9 h à l'atelier. Romain était déjà à l'ouvrage, les avant-bras marbrés d'huile, concentrés sur un bloc moteur. Lorsqu'il la vit entrer, aussi élégante dans cet endroit taché de graisse, 2 gobelets à la main, un sourire un peu timide au coin des lèvres, quelque chose fondit dans sa poitrine. Ils prirent le petit déjeuner sur les chaises branlantes. Ils parlèrent de tout et de rien, du temps, des trains en retard, de l'odeur de café qui rend l'atelier plus habitable. Puis Adèle lui dit enfin toute la vérité. Qui elle était, ce qu'elle dirigeait, jusqu'où sa maison s'était hissée. Elle avait peur que cela change son regard, qu'il ne voie plus qu'un portefeuille, une fonction, une vitrine. Mais Romain continua de la regarder de la même manière, avec cette attention droite et tranquille qui ne cherchait pas à grappiller quelque chose. Adèle comprit alors quelque chose de renversant. Romain ne voyait ni la dirigeante, ni l'argent, ni le pouvoir, ni le statut. Il voyait la femme derrière, celle qui avait sacrifié des relations et des joies sur l'autel de l'ambition, celle qui ne se souvenait plus de la dernière fois où l'on l'avait serrée contre soi sans rien demander en retour. Au fil des semaines, ils se revirent régulièrement. Adèle trouva des prétextes professionnels pour descendre plus souvent à Montpellier. Romain s'arrangea pour passer à l'atelier en dehors des heures les plus chargées. Il fermait un peu plus tôt quand il savait qu'elle viendrait, se lavait les mains plus que d'habitude, rangeait l'établi pour que l'endroit paraisse moins rude. Ils marchèrent sur l'esplanade du Peyrou au coucher du soleil, longèrent le lait, se perdirent dans les ruelles de l'Écusson. Ils dînèrent dans de petits bistrots où Romain insista pour payer sa part, même si cela voulait dire pour lui faire simple le lendemain. Adèle apprit à ne pas tout régler, comprit que c'était une question de fierté. Romain découvrit derrière l'assurance d'Adèle une fragilité profonde, une fatigue d'âme qu'elle n'avouait à personne. Ils s'embrassèrent pour la première fois sous l'arc du Peyrou, comme 2 touristes amoureux. C'était doux et un peu effrayant, parce qu'ils savaient l'un et l'autre qu'ils franchissaient une ligne que leur monde gardait habituellement bien tracée. Le monde extérieur ne se montra pas tendre avec leur histoire. À Paris, les collègues d'Adèle commencèrent à remarquer qu'elle paraissait distraite, qu'elle souriait à son téléphone, qu'elle quittait parfois le bureau plus tôt que de coutume. Quand ils découvrirent qu'elle voyait un mécanicien de la périphérie, les réactions allèrent de la stupeur à une ironie cruelle. Son directeur financier, un homme cynique d'une 50aine d'années, lui dit en la coinçant entre 2 réunions. « Je comprends, parfois les riches sortent avec des gens normaux pour le frisson. Mais ne confondez pas une phase avec quelque chose de vrai.
Des gens comme vous et des gens comme lui vivent dans des univers parallèles. Adèle le regarda avec mépris. Peut-être que c'est pour des pensées comme celle-là que vous en êtes à votre troisième mariage et que personne ici ne vous supporte vraiment. Les mots tombèrent, nets, mais plantèrent en elle une graine de doute. Romain aussi subissait la pression. Au bar d'en face, des copains du quartier se moquaient. Alors, t'as trouvé une sugar mama. Fais gaffe, elle se sert de toi pour se sentir bien. Le jour où elle s'ennuie, elle te laisse plus cassé qu'avant. Prends l'argent quand elle tend la main, ça ne durera pas. Il souriait sans répondre, le dos raide. Les différences étaient indéniables. Adèle vivait dans un monde de champagne et de restaurants étoilés, lui dans un monde de bière pression et de plats du jour. Elle parlait 3 langues et voyageait pour affaires. Lui n'avait jamais pris l'avion et n'était presque jamais sorti d'Occitanie. Elle gagnait certains jours ce qu'il gagnait en un mois. La tension éclata un soir. Adèle invita Romain à un dîner de sa maison, une grande soirée caritative où se pressaient toutes les têtes connues de la mode française, au palais de Tokyo. Romain n'avait même pas un costume correct. Adèle proposa de lui en acheter un. Il refusa, la fierté à vif. « Je ne serai pas ta poupée habillée. » Pour la première fois, ils se disputèrent vraiment. « Tu rends tout plus difficile avec ta fierté stupide, lâcha-t-elle. Ah bon. Tu ne comprends pas ce que ça fait d'être l'homme pauvre au bras de la femme riche, répondit-il, la voix serrée. De se sentir comme un accessoire. Les mots coupèrent plus qu'il ne criait. Adèle partit en larmes. Romain resta dans l'atelier vide, encerclé de moteurs et d'odeurs d'huile, à se demander si tout le monde n'avait pas raison, s'il ne se racontait pas une histoire en pensant qu'elle pouvait fonctionner. 2 semaines passèrent sans un message. Adèle se jeta dans le travail avec une férocité retrouvée, essayant d'oublier. Romain travailla plus encore. Les moteurs étaient plus simples que les cœurs. Un soir, le téléphone de Romain vibra. Numéro inconnu. Une voix de femme plus âgée. Elle se présenta comme la mère d'Adèle. Sa fille n'allait pas bien. Elle ne mangeait presque plus, ne dormait pas. Elle était redevenue la version d'elle-même d'avant lui. Brillante et vide à l'intérieur. La voix ajouta quelque chose qui surprit Romain. En 40 ans, je ne l'ai jamais vue aussi heureuse que ces dernières semaines. L'argent ne lui a jamais acheté cette joie. Si vous l'aimez vraiment, trouvez un moyen de dépasser votre fierté. L'amour vaut davantage qu'une dignité blessée. Romain écouta, le cœur cognant. Il demanda à la dame ce qu'il devait faire. Elle rit doucement et répondit qu'elle ne pouvait pas lui dire comment reconquérir sa fille, mais qu'un bon premier pas serait peut-être d'apparaître à son bureau à Paris, avec des fleurs simples et des excuses sincères. Le lendemain, il baissa le rideau de l'atelier, enfila ses meilleurs vêtements, encore insuffisants pour une tour de verre, et prit le TGV à Saint-Roch. À la gare de Lyon, il acheta un bouquet de roses chez le fleuriste du quai, les plus modestes qu'il pouvait payer. Il arriva à la Défense devant la tour où se trouvait le siège d'Adèle, déplacé dans son blouson usé parmi des costumes taillés et des sacs Hermès. L'hôtesse d'accueil hésita à le laisser passer. Les directrices générales ne reçoivent pas sans rendez-vous, dit-elle. Quelque chose dans la détresse de ses yeux la décida à appeler. Quand Adèle entendit qui attendait, elle demanda qu'on le fasse monter tout de suite. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au dernier étage, Adèle était là. Son maquillage parfait ne cachait pas vraiment les paupières rougies de quelqu'un qui a trop pleuré. Ils se regardèrent à travers la grande réception, 2 êtres de mondes différents qui s'étaient pourtant trouvés. Romain lui tendit les roses et s'excusa. Pour sa fierté, pour avoir rendu tout si lourd. Il dit qu'il avait eu peur de ne pas être assez, d'être vu comme le pauvre, de se perdre en elle. Mais qu'il avait compris une chose. Il préférait être avec elle et affronter les différences, plutôt que de vivre sans elle en prétendant que tout allait bien. Adèle prit les roses entre des doigts qui tremblaient. Elle dit que c'était à elle de s'excuser, pour ne pas avoir compris combien c'était difficile pour lui, pour avoir trop insisté. Qu'elle ne voulait ni le changer ni l'acheter. Qu'elle voulait simplement l'aimer. Et qu'ensemble, ils trouveraient un chemin. Ils s'enlacèrent là, dans le hall de verre et d'acier, indifférents au regard curieux du personnel. 2 univers se heurtant et décidant que les règles ne comptaient pas autant que ce qu'ils avaient entre les bras. 1 an plus tard, ils étaient toujours ensemble. Ce n'avait pas été simple. Ils avaient dû louvoyer entre les jugements, les remarques acides et leurs propres doutes. Mais chaque jour, ils avaient choisi de défendre ce lien. Adèle fit alors un geste qui changea leur équilibre sans le trahir. Elle proposa à Romain de devenir responsable maintenance pour tout le réseau de boutiques en France. Pas par charité,
mais parce qu'elle faisait confiance à son intégrité et à sa compétence. Le poste triplait ses revenus et il y avait du travail réel à accomplir. Romain accepta, à une condition. Le garage de son père resterait le sien. Il engagerait quelqu'un pour le faire tourner au quotidien pendant ses déplacements et reviendrait dès qu'il le pourrait. Cet endroit était son identité, sa fierté. Adèle comprit et respecta. Peu à peu, le monde apprit à les accepter. Les collègues d'Adèle virent que Romain ne cherchait pas l'argent, qu'il travaillait dur, qu'il la traitait avec un respect qu'il n'avait pas toujours su lui témoigner. Les amis de Romain constatèrent qu'Adèle ne cherchait pas à le transformer, qu'elle passait au garage en jean, qu'elle donnait un coup de main quand il fallait balayer. Leur histoire s'enracina, moins spectaculaire que les rumeurs, plus solide que les apparences. Les collègues d'Adèle finirent par voir que Romain ne s'intéressait pas à son argent, qu'il travaillait dur, qu'il la traitait avec un respect qu'eux-mêmes ne lui accordaient pas toujours malgré leur proximité sociale. Les amis de Romain constatèrent qu'Adèle ne cherchait pas à le modeler, qu'elle passait parfois au garage en jean, relevait ses manches et aidait à ranger ou à passer le balai quand la journée avait été rude. Un soir, sur le toit-terrasse de la tour de la Défense où se trouvait le siège de sa maison, face aux lumières de Paris qui pulsaient comme un cœur, Romain lui demanda si elle regrettait quelque chose, si être avec quelqu'un d'aussi différent lui pesait. Adèle le regarda tendrement. « La seule chose que je regrette, dit-elle, c'est de ne pas t'avoir rencontré plus tôt. Tu m'as appris que la vraie richesse ne dort pas sur un compte en banque. » Romain l'embrassa doucement, puis dit des mots qui lui mouillèrent les yeux. « Ce jour de pluie, quand je t'ai donné ma veste sans te regarder, je ne savais pas que je ne te sauvais pas seulement toi. Tu m'as sauvé d'une vie de solitude. Tu m'as montré que je méritais, moi aussi, d'être aimé. » Leur histoire, celle d'une dirigeante et d'un mécanicien tombés amoureux sous un orage, devint dans certains milieux une légende discrète. Non pas un conte impossible, mais un rappel puissant que l'amour traverse les classes, que le respect vaut plus cher que l'argent. Parfois, les plus riches sont ceux qui possèdent le moins, et les plus pauvres sont ceux qui ont tout. Quelques années plus tard, ils se marièrent dans l'atelier où ils s'étaient rencontrés. Adèle portait une robe qu'elle avait dessinée elle-même. Romain avait remis le même costume que pour ses excuses à Paris, celui qu'il portait le jour où il avait choisi l'amour plutôt que l'orgueil. La pluie tomba ce jour-là encore, comme pour rappeler d'où ils venaient. Cette fois, ils étaient ensemble sous le même parapluie, prêts à affronter chaque bourrasque. Ils avaient appris la leçon essentielle. Quand deux personnes se voient vraiment pour ce qu'elles sont, et non pour ce qu'elles possèdent, rien ne peut les séparer. Ni l'argent, ni la classe, ni l'opinion du monde. Si cette histoire de respect, de dignité et d'amour plus fort que l'argent vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune des prochaines et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin.